Mon mari a secrètement remplacé mes contraceptifs par des vitamines pour me rendre enceinte. C'est pour cela que je me suis enfuie quand ma belle-mère ne regardait pas. Je m'appelle Clara, j'ai 29 ans et mon mari Timothy a 32 ans. Il m'a gardée isolée à la maison pendant les 6 dernières années, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, Timothy était une personne très différente. Il travaillait comme électricien tandis que moi, j'étais employée dans une petite agence de marketing. Après 4 ans de relation, nous nous sommes mariés et avons emménagé ensemble. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Timothy a commencé à critiquer mes vêtements, disant qu'ils étaient trop révélateurs. Il remettait en question le fait que je sorte avec des amis quand il était à la maison. Mes appels téléphoniques avec ma famille sont devenus plus courts car il était toujours là, écoutant chaque mot. Il y a 4 ans, Timothy m'a convaincu de quitter mon emploi en disant que nous n'avions pas besoin d'argent et qu'il voulait que je passe plus de temps à la maison. À contre-cœur, j'ai accepté. En quelques mois, je ne sortais presque plus de la maison sans lui. Timothy contrôlait complètement nos finances, me donnant une petite allocation pour les articles ménagers. Mon permis de conduire a expiré et il n'a jamais pris le temps de le renouveler. Une ancienne amie a cessé de m'appeler après que Timothy ait plusieurs fois répondu à ma place en disant que j'étais occupée. Le contrôle de Timothy s'est étendu à tout, vérification du kilométrage de la voiture si je l'utilisais, installation de caméras dans la maison pour soi-disant me protéger pendant son absence, surveillance de mon utilisation d'Internet et limitation de mon accès à l'ordinateur à sa seule présence. La seule personne avec qui je gardais contact était mon amie d'enfance Jenny, que Timothy tolérait car elle habitait à 3 villages de distance et venait rarement me voir. Il y a 8 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais surprise car j'avais pris mes pilules contraceptives régulièrement. Quand je l'ai annoncé à Timothy, il a souri et a avoué qu'il remplaçait mes pilules par des vitamines depuis des mois. Il a dit qu'il voulait un fils et qu'il en avait assez d'attendre que je sois d'accord. Je me suis sentie violée et piégée. J'ai voulu interrompre la grossesse, mais Timothy ne m'a jamais laissée seule. Il a pris un congé de travail pendant mon premier trimestre pour s'assurer que je ne puisse pas quitter la maison sans lui. Quand j'ai compris ce qui se passait, il était trop tard pour une interruption légale. Le seul suivi médical que j'ai reçu a été une échographie à 20 semaines pour que Timothy connaisse le sexe du bébé. Il était ravi d'apprendre que c'était un garçon. Depuis, je n'ai reçu aucun autre soin médical pendant ma grossesse. Le plan de Timothy est que nous allions directement aux urgences lorsque le travail commencera. La famille de Timothy soutient son comportement. Sa mère Diana vit à proximité et me rend visite quand Timothy travaille. Elle me traite comme une simple incubatrice pour son petit-fils, apportant des affaires pour le bébé, parlant de prénoms et ignorant mon silence, puis rapportant tout à Timothy. Une fois, j'ai essayé de lui parler du comportement de Timothy, mais elle s'est contentée de dire « Les hommes deviennent protecteurs avec leurs femmes enceintes ». Plus tard, Timothy m'a tordu le bras dans le dos sans laisser de marque visible et m'a menacé de ne plus jamais mentir à son sujet. J'ai alors compris que je devais fuir avant la naissance du bébé. Après l'accouchement, Timothy prévoit que nous rentrions à la maison comme une famille. Il a déjà préparé une chambre de bébé et parle de comment je devrais rester à la maison avec son fils pendant qu'il travaillera. Il évoque aussi avoir d'autres enfants immédiatement après celui-ci. Rien que d'y penser, j'en suis malade. Je sais que Timothy demandera la garde si je pars avec le bébé. Je ne veux pas être mère, surtout pas d'un enfant conçu par une telle tromperie. J'ai décidé que lorsque je m'échapperai, je laisserai le bébé à Timothy. Je ne peux pas accepter d'être forcée à visiter ou à élever un enfant contre ma volonté. Mon plan initial était de m'enfuir de l'hôpital après l'accouchement, d'attendre d'être médicalement autorisée à partir, puis de partir pendant l'absence de Timothy, de franchir la frontière de l'État et de rester chez mon oncle, qui vit à 6 heures de route et que Timothy ne connaît pas. Je ne comptais pas informer le personnel de l'hôpital de ma situation par peur que Timothy les manipule. Il est charmant en public, tout le monde pense qu'il est un mari attentionné. Il dirait que je délire à cause des hormones de grossesse si je parlais. Je l'ai déjà vu utiliser cette tactique avec succès. Mais maintenant, je reconsidère. Bonjour. Je suis actuellement à la bibliothèque publique avec Diana. Elle m'a emmenée ici pendant que Timothy travaille. Elle lit des magazines de l'autre côté de la pièce. C'est peut-être ma seule chance de demander de l'aide avant la naissance du bébé. Bonjour. J'en suis à 8 mois de grossesse avec pratiquement aucun suivi médical. Je n'ai pas d'argent, pas de pièce d'identité car Timothy la garde sous clé, pas de téléphone. Mais j'ai plus peur de retourner à la maison que de ce qui pourrait m'arriver si je pars.
J'ai entendu dire que le personnel des bibliothèques pouvait aider les personnes dans des situations comme la mienne. Devrais-je demander de l'aide maintenant pendant que Diana est distraite? C'est trop risqué avec elle ici. Si j'attends l'hôpital, il sera trop tard. Timothy a déjà dit qu'il prendrait 2 semaines de congé à la naissance du bébé, ce qui signifie que je ne serai jamais seule. Je n'ai aucune preuve de violence physique car Timothy a changé de méthode pendant la grossesse. Personne ne me croirait face à sa parole et au soutien de sa famille. Une autre personne qui pourrait m'aider est Jenny, mais Timothy soupçonnerait immédiatement son implication si je la contactais. Si je m'approche du comptoir maintenant et demande de l'aide, que se passera-t-il? J'ai peur que si je ne le fais pas aujourd'hui, je n'ai plus jamais une autre chance. Continuer à vivre sous le contrôle de Timothy me semble pire que tout risque que je pourrais courir en partant. La bibliothécaire vient de passer près de moi et m'a souri. Diana est toujours absorbée par son magazine. Je crois que je vais le faire. Je vais demander de l'aide. Après 6 ans à suivre les règles de Timothy, je vais me libérer. Mise à jour 1. Je remercie tous ceux qui ont répondu à ma publication initiale avec des conseils et du soutien. Je suis désolée d'avoir disparu si soudainement, mais vous connaissez déjà ma situation. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines, et mes souvenirs sont quelque peu flous en raison du stress et de la peur. Pour ceux qui demandent où je suis actuellement, je vous remercie de votre sollicitude, mais je ne partagerai pas ma localisation. Certains commentaires essayant de deviner où je me trouvais, en se basant sur ma description du passage des lignes d'état, m'ont mise mal à l'aise. Je comprends que cela partait d'une bonne intention, mais après des années de contrôle et de surveillance, je suis extrêmement protectrice de ma vie privée. Aujourd'hui, je vais vous raconter les points principaux. Je me suis échappée de la bibliothèque ce jour-là. Le bébé est né en bonne santé et a été confié à l'adoption. Timothy est désormais hors de ma vie grâce aux protections légales. Bonjour, je suis en sécurité chez mon oncle. Voici ce qui s'est passé. Après avoir publié mon message, je me suis approchée de la bibliothécaire pendant que Diana était distraite. Mes mains tremblaient lorsque je lui ai demandé si je pouvais parler à quelqu'un en privé. La bibliothécaire a remarqué mes regards nerveux vers Diana et m'a conduite dans un petit bureau à l'arrière. J'ai rapidement expliqué que j'avais besoin d'aide pour échapper à mon mari contrôlant et que sa mère était avec moi dans la bibliothèque. La bibliothécaire a immédiatement appelé la police. En attendant, je me suis cachée dans le bureau, terrifiée à l'idée que Diana remarque mon absence et me cherche. Un agent est arrivé 15 minutes plus tard. Je lui ai expliqué ma situation. L'agent a remarqué les ecchymoses sur mes bras, que je n'avais même pas remarquées. Timothy m'avait violemment attrapé la veille lorsque j'avais laissé tomber une assiette. L'agent a jugé que j'avais besoin de soins médicaux et m'a proposé de m'emmener à l'hôpital. J'ai supplié de ne pas aller à l'hôpital local où Timothy pourrait me retrouver. L'agent a accepté de me conduire dans un hôpital du comté voisin. À l'hôpital, l'agent a expliqué que je fuyais une situation abusive. Le personnel médical a pris des photos de mes ecchymoses comme preuve. Un obstétricien m'a examiné et s'est inquiété du manque de soins prénataux que j'avais reçus. Ils ont décidé de me garder en observation pour la nuit. Avant de partir, l'agent a précisé qu'il déposerait un rapport contre Timothy. Il ne pouvait pas garantir qu'il y aurait des poursuites, mais il m'a promis de revenir le lendemain pour me conduire dans un foyer pour femmes. Cette nuit-là, le stress a déclenché un accouchement prématuré. Tout s'est déroulé très vite. Le bébé est né en bonne santé malgré le manque de soins prénataux. J'ai immédiatement informé le personnel que je ne voulais ni le voir ni le tenir. J'ai demandé à le confier selon la loi de refuge sécuritaire de l'État pour adoption. Le personnel de l'hôpital a été professionnel et ne m'a pas jugé. On m'a transféré dans un autre service, loin de la maternité. Une assistante sociale m'a expliqué la procédure et m'a fait signer les documents nécessaires. J'ai appelé mon oncle depuis l'hôpital. Il a immédiatement pris la route et est arrivé le lendemain matin. Il m'a apporté des vêtements, des articles de toilette et, surtout, a engagé un avocat spécialisé dans les affaires de violence domestique. L'avocat s'est occupé de tout. Il a obtenu une ordonnance restrictive contre Timothy et a supervisé la procédure d'adoption. À ma grande surprise, Timothy a finalement consenti à l'adoption. D'après ce que Jenny m'a raconté par la suite, Diana a joué un rôle dans tout cela. Apparemment, elle a dit à Timothy que j'étais instable et que le bébé serait une trop grande responsabilité à assumer seule. Quand Diana a compris que j'avais fui la bibliothèque, elle a appelé Timothy en panique. Ils ont cherché partout en ville, y compris à l'appartement de Jenny. Timothy a menacé Jenny lorsqu'elle a prétendu ne pas savoir où j'étais.
Jenny a enregistré son explosion avec son téléphone. Timothy serait même allé à l'hôpital me chercher et serait devenu agressif avec le personnel lorsqu'ils ont refusé de lui donner des informations. Je ne sais pas s'il a été arrêté pour ce comportement, mais cela a permis de documenter son instabilité. Les publications de Jenny sur les réseaux sociaux exprimant son inquiétude à mon sujet ont suscité des discussions parmi ceux qui nous connaissaient. Beaucoup ont commencé à faire le lien avec le comportement contrôlant de Timothy qu'ils avaient observé mais ignoré. Son image de mari parfait s'est peu à peu effondrée. Je ne sais pas encore si des charges criminelles seront retenues contre lui. L'avocat estime que les preuves sont solides, mais ce type d'affaire reste complexe. L'adoption est en cours et Timothy ne peut pas y faire obstacle. Le bébé ira dans une famille qui le désire et l'aimera. Je suis soulagée qu'il ne soit pas élevé dans l'environnement dont j'ai fui. Depuis ma sortie de l'hôpital, je vis chez mon oncle, qui habite dans une zone rurale où Timothy ne pourra jamais me retrouver. Mon oncle a été incroyablement compréhensif, me laissant de l'espace pour me rétablir tout en s'assurant que je ne manque de rien. Il ne me pousse pas à prendre des décisions concernant mon avenir. Pour l'instant, je dors beaucoup. Les années de surveillance constante sous Timothy m'ont épuisée d'une manière dont je n'avais pas conscience. Je ne suis pas encore prête à sortir en public. Mon oncle me suggère que la thérapie pourrait m'être bénéfique un jour, mais il comprend que j'ai besoin de temps. Je suis encore en train de traiter tout ce qui s'est passé. L'accouchement me semble lointain, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai pris la bonne décision, tant pour le bébé que pour moi. Il mérite des parents qui le désirent, et moi je mérite une vie libre de toute coercition et de tout contrôle. Merci à tous ceux qui ont commenté et m'ont encouragé à demander de l'aide ce jour-là à la bibliothèque. Votre soutien m'a donné le courage de franchir ce premier pas. Mise à jour 2. J'ai récemment découvert un fil de discussion séparé concernant ma publication initiale. À ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour m'offrir leur aide, je m'excuse de les avoir supprimés sans répondre. Dans ces premiers jours après ma fuite, la paranoïa me submergeait. Je craignais que Timothy puisse me retrouver d'une manière ou d'une autre grâce aux interactions en ligne. Ma vie a changé radicalement ces 3 derniers mois. L'ordonnance restrictive contre Timothy est toujours en vigueur et mon avocat m'a confirmé que l'adoption a été finalisée le mois dernier. Mon bébé a été confié à un couple qui attendait d'adopter depuis des années. L'agence m'a envoyé, par l'intermédiaire de mon avocat, une lettre m'indiquant que l'enfant s'épanouit dans sa nouvelle famille. Je suis en paix de savoir qu'il est avec des personnes qui le désiraient désespérément. J'ai obtenu une nouvelle pièce d'identité et un nouveau numéro de sécurité sociale grâce à un programme confidentiel d'adresse pour les survivantes de violences domestiques. Ce programme me permet de recevoir du courrier sans révéler mon adresse physique. Cela signifie que Timothy n'aura jamais accès à ma nouvelle identité ni à ma localisation. La maison de mon oncle reste mon refuge. Il vit sur 4 hectares, le voisin le plus proche étant à 800 mètres. La propriété est équipée de caméras de sécurité et d'un portail. Ces mesures me rassurent lorsque je me réveille la nuit en croyant entendre le camion de Timothy. Durant les 2 premiers mois, je suis rarement sortie de la maison. L'idée d'être dans des lieux publics où Timothy pourrait me voir me retenait à l'intérieur. Mon oncle ne m'a jamais forcé à sortir, il me proposait simplement de m'accompagner quand je me sentirais prête. Le mois dernier, j'ai enfin osé aller faire des courses dans un village à 50 km de la propriété de mon oncle. Je portais une casquette et des lunettes de soleil, mais c'était un début. Jenny me rend visite de temps en temps. Elle m'a appris que la famille de Timothy m'a essentiellement renié. Ils répandent des histoires disant que j'ai des problèmes mentaux et que j'ai abandonné leur enfant et petit-fils, parfait. Cela joue en fait en ma faveur, ils ont créé un récit où je ne vaux pas la peine d'être poursuivie. Selon Jenny, au début, Timothy disait à tout le monde que j'avais été enlevée. Lorsque la police l'a interrogé et a relevé des incohérences, il a changé de version, affirmant que j'étais mentalement instable et que je m'étais enfuie. Timothy a été inculpé pour violence domestique, mais le procès n'a pas encore eu lieu. Mon avocat dit que des accusations supplémentaires pourraient être ajoutées, notamment pour coercition reproductive, bien que ce soit plus difficile à prouver. J'ai fourni une déclaration écrite, mais je n'aurai pas à comparaître en personne grâce à l'ordonnance restrictive et à la menace documentée pour ma sécurité. J'ai commencé à chercher un travail à distance. Mon expérience en marketing, acquise avant Timothy, est dépassée, mais mon oncle m'a aidé à m'inscrire à des cours en ligne pour actualiser mes compétences. Avoir un emploi me permettra d'avoir une indépendance financière et de structurer mes journées. L'agence d'adoption m'a mise en contact avec un groupe de soutien pour mères biologiques qui se réunit en ligne.
Écouter les témoignages d'autres femmes m'aide à accepter ma décision. Beaucoup ont choisi l'adoption dans des circonstances différentes, mais nous partageons les émotions complexes liées à la remise d'un enfant en adoption. Il m'arrive encore de lutter avec mes sentiments autour de la grossesse et de l'accouchement. Je n'ai jamais voulu être enceinte, je n'ai jamais voulu être mère dans ces conditions. Pourtant, je me demande parfois comment va le bébé, à quoi il ressemble, s'il est heureux. L'adoption est fermée, à ma demande, mais l'agence m'enverra une lettre annuelle des parents adoptifs si je souhaite des nouvelles. Je réfléchis à ce que je veux pour mon avenir. Avant Timothy, je rêvais d'évoluer en marketing, peut-être de voyager à l'international pour le travail. Ces rêves avaient été étouffés par des années de contrôle et de peur. Aujourd'hui, ils ressurgissent lentement, accompagnés de nouvelles possibilités que je n'avais jamais envisagées. Mon oncle pense que je pourrais un jour vouloir m'éloigner encore davantage, peut-être changer radicalement d'apparence. Même si l'ordonnance restrictive et l'adoption me protègent légalement, Timothy pourrait toujours nourrir des obsessions. Pour l'instant, vivre dans un endroit rural et sous surveillance me semble suffisant. Je n'ai pas encore repris contact avec mes parents. Ils vivent à l'étranger depuis une dizaine d'années et notre relation s'est détériorée après que je sois partie vivre avec Timothy. J'ai finalement cessé de les appeler. Je ne suis même pas certaine qu'ils sachent que j'ai été enceinte. Mon oncle est en contact avec eux, mais respecte mon besoin de reprendre contact à mon propre rythme. L'avenir n'est pas parfaitement tracé, mais pour la première fois depuis des années, je prends mes propres décisions. Cette liberté, malgré ces incertitudes, me semble plus sûre que l'existence sous contrôle que j'ai vécue avec Timothy. Mise à jour 3. Bonjour. Presque un an s'est écoulé depuis que j'ai échappé au contrôle de Timothy. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour savoir comment j'allais, et j'apprécie sincèrement votre soutien continu. La nouvelle la plus importante est que Timothy a été condamné pour violence domestique il y a 3 mois. Il a écopé d'une peine de 2 ans de prison, mais il pourrait en purger moins pour bonne conduite. Le procureur a également utilisé les dossiers médicaux de l'hôpital, qui montraient mes ecchymoses et l'absence de soins prénataux, comme preuve de violence et de contrôle. Je n'ai pas assisté au procès, mais ma déclaration écrite a été lue au tribunal. D'après mon avocat, Timothy a nié les faits tout au long du procès, affirmant que j'étais mentalement instable et que j'avais inventé les accusations. Le jury ne l'a pas cru, notamment après avoir entendu l'enregistrement où il menaçait Jenny. La condamnation et l'incarcération de Timothy m'ont permis de me sentir suffisamment en sécurité pour effectuer quelques changements importants. Le mois dernier, j'ai quitté la maison de mon oncle pour un appartement situé à environ 2 heures de là, dans une ville. L'immeuble est sécurisé, avec des portes verrouillées et des caméras, ce qui me rassure. Mon nom n'apparaît ni sur la boîte aux lettres ni dans aucun annuaire public. Il y a 3 mois, j'ai trouvé un emploi à distance dans une agence de marketing digital. Ce travail me permet d'être autonome financièrement tout en conservant la confidentialité dont j'ai besoin. Mes collègues ne me connaissent qu'à travers des visioconférences et n'ont aucun lien avec mon passé avec Timothy. Cela peut sembler extrême, mais c'est ainsi que je me sens en sécurité. J'espère toutefois que ma vie ne restera pas ainsi pour toujours. J'avance étape par étape. J'ai finalement contacté mes parents il y a 4 mois. Ce premier appel fut difficile, leur expliquer où j'étais, ce que j'avais vécu, et pourquoi je n'avais pas donné de nouvelles plus tôt. Ils m'ont immédiatement soutenu. Ils voulaient prendre l'avion depuis l'Australie immédiatement, mais je leur ai dit que ce n'était pas nécessaire. Nous avons maintenant des appels vidéo hebdomadaires et ils prévoient de me rendre visite dans quelques mois, lorsque je me sentirai plus stable. J'envisage aussi d'aller les voir, puisque je travaille à distance, même s'il faudra organiser cela soigneusement. L'agence d'adoption m'a envoyé le mois dernier la lettre annuelle des parents adoptifs. Ils y ont inclus une photo du bébé, aujourd'hui un petit garçon aux cheveux foncés et aux yeux brillants. Il marche déjà, gazouille et joue entouré de jouets et de livres. La lettre racontait son amour pour la musique et comment il rit lorsque son chien lui lèche le visage. Lire cette lettre m'a bouleversée, mais surtout soulagée de savoir qu'il s'épanouit avec des parents qui le désiraient et qui ont tout prévu pour lui. Jenny est retournée dans notre ville natale après l'incarcération de Timothy. Elle est aujourd'hui en couple avec quelqu'un qu'elle a rencontré dans son nouveau travail. Nous parlons régulièrement et elle a même visité mon appartement le week-end dernier. Notre amitié a survécu aux tentatives de Timothy pour la briser, et je lui suis infiniment reconnaissante de son soutien indéfectible tout au long de cette épreuve. Quant à la famille de Timothy, ils continuent à propager leur récit selon lequel j'aurais abandonné leur « enfant parfait ». D'après Jenny, ils ont assisté chaque jour au procès, lançant des regards noirs aux témoins et secouant la tête pendant les témoignages.
Diana aurait déclaré aux ragots locaux que Timothy était « trop bien pour moi ». Leur déni joue en ma faveur, ils n'ont plus aucun intérêt à me retrouver, maintenant qu'ils m'ont désignée comme la méchante de leur histoire. Je n'ai toujours pas utilisé les réseaux sociaux sous mon vrai nom. J'ai créé de nouveaux comptes avec mon nom légal actuel, mais je garde des paramètres de confidentialité très stricts. Je n'accepte que les personnes que j'ai rencontrées depuis mon déménagement et je ne publie même pas de photos de moi. Le programme d'adresse confidentielle continue de protéger mes informations des registres publics. Il y a encore des jours difficiles. Les bruits forts peuvent réveiller des souvenirs de la colère de Timothy. J'ai ajouté des serrures supplémentaires à la porte de mon appartement, en plus de celles de l'immeuble, simplement pour me rassurer. Parfois, je prends des itinéraires différents en rentrant des courses, pour vérifier que je ne suis pas suivie. Ma thérapeute me dit que ces précautions sont normales après ce que j'ai vécu et qu'elles diminueront probablement avec le temps. J'ai commencé à faire du bénévolat à distance pour une association de lutte contre la violence domestique. Je révise leur site internet et les aide à créer du contenu marketing. Utiliser mes compétences professionnelles pour aider d'autres personnes dans des situations similaires est très réparateur. L'association m'a également mise en contact avec une conseillère spécialisée dans le rétablissement après des violences conjugales. Elle m'a proposé d'écrire des lettres à mon « moi passé » pour m'aider à comprendre ce que j'ai vécu. Au début, je pensais que cela ne servirait à rien, mais j'ai fini par essayer. Revoir comment Timothy m'a isolé progressivement, comment chaque restriction paraissait raisonnable sur le moment, m'aide à reconnaître les signes d'alerte que je n'avais pas perçus. Si le fait de partager mon histoire peut empêcher une seule personne de traverser ce que j'ai vécu, alors quelque chose de positif sera né de ces années sombres. J'encourage aussi quiconque se reconnaît, même partiellement, dans mon histoire à me contacter. J'ai désormais des ressources et je peux aider à trouver les bonnes personnes pour obtenir de l'aide. Pour ceux qui se demandent où j'en suis sentimentalement, je choisis délibérément de rester célibataire. Ma thérapeute m'a suggéré d'attendre au moins 2 ans avant d'envisager une nouvelle relation, mais je pense que cela prendra encore plus de temps. Je réapprends à être moi-même sans l'influence de Timothy, à bâtir une indépendance que je n'ai jamais vraiment eue auparavant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, si ce n'est de continuer à construire ma nouvelle vie, jour après jour. Il y a une liberté dans cette incertitude que je n'avais jamais appréciée auparavant. Chaque décision, du choix de mon petit déjeuner à mes candidatures professionnelles, m'appartient enfin. Après des années à voir toutes mes décisions contrôlées par quelqu'un d'autre, cette autonomie me suffit pour le moment. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ce parcours, et en particulier à ceux qui m'ont encouragé à demander de l'aide à la bibliothécaire ce jour-là. Ce geste a tout changé. À quiconque lit ceci et reconnaît sa propre situation dans mon histoire, il existe des personnes prêtes à vous aider. Faites ce premier pas dès que vous le pouvez. La liberté est possible. Mise à jour 4. Certaines personnes m'ont écrit en privé pour demander comment j'allais, c'est pourquoi il me semble plus utile de l'écrire ici plutôt que de répondre individuellement. Cela m'évite aussi de devoir répéter les mêmes choses à chaque message. Pendant ce temps, j'ai revu mes parents. Pas tant lors de leur venue ici, mais plutôt lorsque j'ai voyagé en Australie pendant 2 semaines pour leur rendre visite. J'ai pu m'arranger avec mon responsable pour adapter mes horaires de travail en fonction du décalage, même si j'ai dû me lever très tôt pour certaines réunions. Ce n'était finalement pas aussi difficile que cela pouvait le sembler. J'en ai profité pour me promener sur une plage proche, lorsqu'il n'y avait personne. Après avoir passé quelques jours en Australie, où il semble que toute créature puisse être mortelle par morsure ou venin, ce qui est à moitié une blague et à moitié vrai, j'en suis revenu avec plus de sérénité. Je continue à mettre en place des mesures de sécurité dont j'ai déjà parlé auparavant, mais je ne ressens plus la même insécurité. Ma vie sentimentale reste inchangée. Comme je l'ai dit, il est probable que je reste longtemps encore sans envisager de relation ou de rendez-vous amoureux. Après des années d'abus, je ne suis pas prête à entamer quelque chose maintenant. Certains m'ont suggéré que fréquenter une personne bien pourrait m'aider à guérir, mais je pense que ce ne serait juste ni pour cette personne, ni pour moi. Je crois qu'il est d'abord nécessaire que je commence à guérir seule, puis que je réfléchisse à une relation lorsque je me sentirai vraiment mieux. Mon amie Jenny s'est fiancée et son mariage est prévu dans quelques mois. Je ne sais pas encore si j'y assisterai, car je redoute que des photos ou des vidéos puissent me montrer. Mais je travaille sur cela, et Jenny a proposé de demander aux photographes de m'exclure délibérément des clichés et de vérifier les images avant toute publication. J'imagine que nous trouverons une solution, car je ne veux pas manquer le mariage de ma meilleure amie. Au-delà des questions sur mon état, beaucoup se demandent ce qu'il en est de mon ex-mari.
J'ai obtenu un divorce particulier, différent d'une procédure classique, compte tenu de tout ce qui s'est passé. On m'a aussi demandé des nouvelles de sa famille. La famille de Timothy est restée silencieuse après que sa mère a été publiquement prise à partie à plusieurs reprises pour avoir défendu son fils malgré les faits. Il y a eu une sorte de justice sociale de la part de ceux qui en avaient assez de les entendre propager l'idée que j'étais une menteuse et la véritable coupable. De nombreuses personnes ont utilisé les informations du procès contre Timothy pour les faire taire. Ils ne sortent presque plus, sauf pour aller travailler ou faire des courses. J'ai également appris qu'ils avaient reçu des graffitis, des lettres de haine sans retenue, et même qu'une personne avait laissé un rat mort devant leur porte. Timothy est toujours en prison, il lui reste encore du temps à purger. J'ai appris qu'il a été agressé en détention lors d'une altercation avec un autre détenu qui lui a jeté de l'eau bouillante, provoquant des brûlures sur une partie de son cou et de son bras. Je ne l'ai pas vu, mais on dit que ses blessures ont laissé des traces. Je reçois toujours des nouvelles de mon fils, celui que j'ai confié à l'adoption. D'après les informations, il mène une vie bien meilleure que celle qu'il aurait eue avec son père. L'accord d'adoption garantit que Timothy n'aura jamais connaissance de l'identité des parents adoptifs ni ne pourra s'en approcher, ce qui m'apporte une grande tranquillité d'esprit. La meilleure chose qui puisse arriver à cet enfant est de ne jamais savoir qui étaient ses parents biologiques et de grandir avec deux parents aimants qui l'ont choisi. Connaître la vérité sur son histoire ne lui apporterait rien de bon. Je préfère que cette douleur et ses souvenirs disparaissent avec moi, afin qu'il puisse mener une vie ignorante de tout cela, une nouvelle chance. Cela ne veut pas dire que je souffre encore aujourd'hui, ma vie est infiniment meilleure qu'elle ne l'était il y a seulement quelques années. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour cet enfant, c'est-à-dire qu'il sache simplement qu'il a été adopté par une famille aimante.